Bonjour à tous. Effectivement, on va voir les actualités de l'ESMO 2025 concernant les tumeurs de la peau. Et du coup, on commence par les carcinomes cutanés. Donc, les résultats de cet essai, c'est l'essai STAMP, un essai de phase 3 qui a évalué l'intérêt du traitement adjuvant par pembrolizumab chez des patients atteints de carcinome de Merkel opérés. Donc, dans cet essai, il y a eu 293 patients, ce qui fait de lui le plus grand essai jamais mené pour le carcinome de Merkel. Le critère de jugement principal était la survie sans récidive. Donc, il y avait une randomisation homogène. Donc, dans un bras, les patients recevaient le pembrolizumab en adjuvant, et puis dans l'autre bras, le standard of care, qui est la simple surveillance. Et la radiothérapie était laissée au choix de l'investigateur. Et finalement, ça a été assez homogène dans les deux groupes où 80% des patients avaient été irradiés après la chirurgie. L'âge moyen était de 70%, ce qui est tout à fait cohérent pour les carcinomes à cellules de Merkel, et c'était essentiellement des carcinomes de stade 3. Malheureusement, l'essai est négatif sur son critère de jugement principal qui est la survie sans récidive, avec ses courbes de survie qui se croisent. Par contre, on note un bénéfice statistiquement significatif qui a été observé sur le critère de survie sans métastase à distance, avec un hasard de ratio à 0,58. Donc, pas de traitement adjuvant pour le Merkel, mais par contre, nous on sait très bien que dans ces carcinomes, il faudra toujours privilégier des stratégies néoadjuvantes. Un petit mot sur les carcinomes épidermoïdes à haut risque de récidive. On avait déjà présenté du coup ces résultats à l'ASCO. Donc c'est une phase 3, c'est l'essai 6 post qui a montré la supériorité du cemiplimab en situation adjuvante pour du coup les carcinomes à haut risque de récidive, des carcinomes épidermoïdes cutanés à haut risque de récidive, qui soient localisés ou avec délocalisation à distance, avec une amélioration significative de la survie sans progression et cet hasard de ratio très significatif à 0,32. Et là, à l'ESMO, a été présentée l'analyse d'un objectif secondaire qui était l'apparition d'un second carcinome épidermoïde, que ce soit durant la période de traitement ou alors dans la phase de surveillance. On voit que le nombre de patients ayant eu au moins un second primitif était similaire dans les deux groupes. Difficile de conclure, mais le cemiplimab ne protégerait pas du risque d'un second primitif. On passe au mélanome cutané. D'abord, les traitements adjuvants des mélanomes localisés de stade 2B2C réséqués. Donc actuellement, on a l'AMM pour le nivolumab et pour le pembrolizumab dans cette indication. Et ont été présentés les résultats du suivi à 5 ans de la Keynote 716 qui montrent encore un bénéfice du pembrolizumab dans cette indication, que ce soit sur la survie sans récidive qui était le critère de jugement principal avec un hasard de ratio à 0,62, mais aussi sur la prévention, sur la survie sans métastase à distance. Idem pour le nivolumab dans cette même indication avec les résultats du suivi à 4 ans de la Checkmate 76K qui montre la poursuite du bénéfice du nivolumab sur la survie sans récidive avec un hasard de ratio à 0,64. On passe au traitement néoadjuvant des mélanomes résécables. On a 3 grandes études, l'essai SWOG avec le pembrolizumab, l'essai NADINA avec l'ipinivo et l'essai pivotal avec le daromune. Et ont été présentées les données à 3 ans de l'essai SWOG. Et on voit encore la supériorité du bras néoadjuvant, donc avec le pembrolizumab, sur la survie sans événement avec un hasard de ratio à 0,67. Pareil pour la survie sans métastase, sans récidive. Et on a aussi une première data sur la survie globale, pas encore significative, mais très prometteuse. On passe à l'essai NADINA. Donc, ont été présentés les résultats à 2 ans après une médiane de suivi de 25 mois. Je rappelle brièvement le design de l'étude NADINA. Donc, dans le bras néoadjuvant, les patients recevaient 2 cures de double immunothérapie par ipinivo. Ensuite, ils étaient opérés et le traitement adjuvant était administré en fonction de la réponse pathologique. Donc, si on avait une réponse pathologique majeure, c'est-à-dire complète ou quasi complète, avec moins de 10% de cellules tumorales viables, il n'y avait pas de traitement adjuvant. Par contre, si on n'avait pas de réponse pathologique majeure, réponse partielle ou nulle, à ce moment-là, le patient recevait un traitement adjuvant par thérapie ciblée si son mélanome exprimait la mutation de BRAF ou par immunothérapie nivolumab si BRAF négatif. Donc,
Donc on voit ici sur du coup ces nouvelles données que le bénéfice se poursuit, que ce soit sur la survie sans événement ou la survie sans métastase à distance avec un hasard de ratio à 0,43. Donc on a une réponse pathologique majeure un peu plus intéressante dans l'essai NADINA que dans le SWOG, mais avec quand même des effets secondaires de grade 3 et 4 plus importants. Donc, dans ces données, ce résultat est quand même très intéressant. Nous, on savait que la réponse pathologique est un indicateur pronostic très important, mais avec ces résultats, on voit que dorénavant, on devra séparer dans le groupe des patients avec une réponse pathologique majeure ceux qui ont une réponse pathologique complète, qui présentent la meilleure survie, c'est la courbe en vert foncé, de ceux qui avaient une réponse pathologique quasi complète, où on voit que la courbe s'est inversée, la survie devient moins importante que chez les patients qui avaient une réponse pathologique partielle. N'oublions pas que cela avait bénéficié d'un traitement adjuvant. Donc probablement que dorénavant, chez ces patients avec une réponse pathologique quasi complète, il faudra poursuivre le traitement adjuvant. Aussi, on se pose souvent cette question, quel traitement adjuvant choisir si on n'est pas face à une réponse pathologique majeure? Donc là, on a la survie sans récidive selon le traitement adjuvant. Donc il y avait 74 patients dans ce cas de figure qui avaient donc une réponse pathologique partielle ou nulle. Et du coup, ils ont reçu soit de la thérapie ciblée, si le mélanome exprimait le BRAF, soit le nivolumab, ou alors 10 patients n'avaient rien reçu pour diverses raisons. Et on voit ici que la courbe en orange, donc c'est la meilleure survie sans récidive, ce qui suggère que chez les patients qui n'ont pas de réponse pathologique majeure, il faudra switcher vers la thérapie ciblée, si bien sûr on a l'expression de la mutation de BRAF. Enfin, je finis sur cette réponse histologique complète qui est corrélée à 3 biomarqueurs. Donc, un taux mutationnel élevé, la signature interféron haute et l'expression de PDL1 supérieure à 1%. Donc, très intéressant et encourageant. Néanmoins, c'est encore peu fiable pour guider nos choix thérapeutiques. Merci beaucoup. Merci. On fera les questions à la fin. C'est ça? Non. Alors, on va passer au mélanome métastatique. Petit rappel sur cet essai publié dans Nature Médecine il n'y a pas très longtemps, qui était tellement encourageant que très vite, on a commencé une phase 3. C'est un vaccin peptidique avec des peptides, enfin un peptide de IDO et un autre de PDL1, administré en sous-cutané avec un anti-PD1. Et donc, dans l'essai, c'était le nivolumab, dans l'essai publié, mais dans l'essai de phase 3, le pembrolizumab, avec un objectif principal de montrer une augmentation de la survie sans progression. Et l'essai n'est pas positif, mais de peu. 400 patients inclus, ça ne fait pas beaucoup pour un essai de phase 3 dans ce design-là. Ils ont été un peu justes. Je pense que c'était un peu un problème financier, mais du coup, maintenant, il y a un gros problème financier parce qu'il y a un essai qui n'est pas statistiquement significatif. Même si la courbe avec le vaccin est au-dessus, mais on l'a loupé de peu. Et regardez, quand on sépare entre les expressions de PDL1 faibles et basses, donc à droite, c'est très peu de PDL1 exprimé. Là, il y a une différence. Mais bon, c'est un sous-groupe, ça ne va pas nous aider. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand il y a un PDL1 qui est très fortement exprimé, l'anti-PD1 tout seul, il marche mieux. Il y a moins de différentiel. C'est un traitement qui est bien toléré. Il y a des effets secondaires qui sont surtout au point d'injection, qui sont relativement tolérables. Donc c'est dommage. Alors Moderna a pris l'idée et fait un vaccin ARN avec un ARN IDO, un ARN PDL1. On va voir ce que ça donne. Il y a des résultats encourageants. Donc en fait aujourd'hui, en première ligne, on n'a pas grand-chose, on n'a rien de mieux qu'un anti-PD1 tout seul quand les patients ne sont pas trop métastatiques de façon trop importante, ou la double immunothérapie, ipilimumab, nivolumab, ou la double immunothérapie, nivolumab, anti-LAG3, le relatlimab, mais on a une autorisation qui est restreinte au PDL1 négatif. Donc maintenant, en deuxième ligne, ça c'est quand même très souvent, on a beaucoup de patients qui ne répondent pas ou plus aux anti-PD1 et qui soit sont BRAF sauvages, soit ne répondent pas aux anti-BRAF, anti-MEC. Donc là, on est très embêtés. Qu'est-ce qu'on a? Je vous montre ça. Ça
pas été une nouvelle de l'ESMO, mais ça a l'AMM aux États-Unis, c'est les TILs, donc les lymphocytes extraits des tumeurs expandus ex vivo, réinjectés après une chimiothérapie myéloablative, et le patient après reçoit des fortes doses d'IL-2, très toxiques. Tous les patients ont des effets de grade 3-4, mais qui vont s'amender au cours du temps assez rapidement, mais quand même c'est très toxique, il y a même des décès, surtout complications de la chimiothérapie initiale. 30% de réponse à peu près, même un peu moins. Donc ça, c'est en AMM aux États-Unis, on n'a pas accès en Europe. Cet essai-là, on a présenté un peu des updates, mais je vous le remontre parce que c'est à peu près la même population en termes d'effectifs. C'est les mêmes populations de patients qui échappent à un anti-PD1, voire à un anti-PD1 plus à un anti-CTLA4. Et même nombre de patients à peu près, il y a plusieurs cohortes, résistance primaire, secondaire, vous voyez. Et on a à peu près 30% de réponse aussi. C'est l'injection du virus oncolytique RP1, qui est un virus dérivé d'herpès virus qu'on injecte dans la tumeur, associé à un anti-PD1. À peu près le même taux de réponse. Et ce n'est pas que les lésions injectées qui répondent, il y a aussi les lésions à distance qui répondent. Donc c'est un peu un essai qui nous a un peu bluffé. Et il y a une phase 3 qui est en cours. Mais là, regardez, on a eu, là c'était plutôt à la SITC qu'on a eu ces résultats de biomarqueurs qui montrent ces 3 patients. Et on regarde, c'est du séquençage TCR, et on voit en bleu les clones nouveaux. Donc il y a vraiment, semble-t-il, quand même un réveil du milieu autour des tumeurs avec des nouveaux clones. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet essai, je vous montre ce petit schéma parce que les patients ont progressé sous anti-PD1 et l'anti-PD1 était leur dernier traitement il y a très peu de temps. Donc ce n'est pas une réinduction. Ce n'est pas le cas 1 où on a arrêté pendant longtemps et on reprend un anti-PD1, donc la réinduction, ça peut marcher. Ce n'est pas le cas 2 où on a mis un autre traitement, donc le tumor microenvironment va changer et ça peut marcher. C'est là vraiment, on avait un anti-PD1, il est encore dans le sang parce qu'on a arrêté 1 mois et on rajoute le virus et ça marche. Donc c'est quand même assez intéressant. ImmTAC, c'est ces molécules qui vont être un peu bispécifiques. Ce n'est pas des anticorps bispécifiques, mais ça ressemble. Et ici, on a le T-bentafusp qui a l'AMM dans le mélanome de l'UV, qui va d'un côté se fixer sur un peptide de GP100 dans le contexte HLA-A2, et de l'autre côté va se fixer sur CD3, donc va attirer des lymphocytes. On a l'AMM dans le mélanome de l'UV. Et on est en train de faire un essai de phase 3 chez les patients qui échappent à l'anti-PD1 ou à l'anti-PD1 plus l'anti-CTLA4 en combinaison avec l'anti-PD1. Donc c'est encore quelque chose qu'on essaye en deuxième ligne. C'est pour vous donner un peu le paysage. Et ça, c'est encore une thérapie qui est fondée sur TCR, c'est-à-dire qu'on va prendre les lymphocytes des patients par le caphérèse, les transfecter avec un récepteur de lymphocytes qui va reconnaître un peptide de PRAM. PRAM, c'est exprimé dans la plupart des tumeurs, mais très exprimé dans le mélanome et dans le mélanome de l'UV. Et on va réinjecter. C'est aussi HLA-A2 restreint, c'est comme le T-bentafusp. Et on a des résultats très encourageants en mélanome cutané et en mélanome de l'UV. Donc, en conclusion, en post-immune checkpoint inhibiteur, plus ou moins anti-BRAF/MEK, on a le lifileucel qui est approuvé. On n'a pas de traitement standard, donc on fait des essais cliniques. On en a quelques-uns avec des essais très précoces qui sont assez prometteurs, mais on a nos phases 3, là, qui sont en train de se faire. Le RP1 avec l'anti-PD1, l'ImmTAC anti-GP100 avec l'anti-PD1 et le TCR anti-PRAM avec un anti-PD1 qui va s'activer bientôt. Mais bon, c'est vraiment un peu désert. Presque fini. Mélanome de l'UV. On n'est pas très spécialiste ici, c'est plutôt nos collègues de Curie. Mais quand même, là, il y a des nouvelles, pour une fois, dans le mélanome de l'UV. Il y a un essai original, c'est un essai néoadjuvant avec un inhibiteur de PKC, le darovasertib. Donc c'est en aval de GNAQ, GNA11, muté dans la plupart des mélanomes de l'UV. Et là, c'est assez original. Il y a 2 cohortes de patients. Donc ces patients qui ont des mélanomes choroïdiens, on leur dit on va vous enlever l'œil, ou alors on va vous faire de la brachythérapie. Et le critère de jugement, c'était combien de patients vont avoir un œil gardé au lieu d'un œil enlevé, donc c'est quand même assez intéressant, ou combien de patients vont avoir une radiothérapie beaucoup moins importante, ce qui fait qu'ils vont garder une vision un peu meilleure.
Et donc, regardez la diminution de la taille du mélanome, c'est la cohorte 1, ceux à qui on avait dit qu'on allait enlever l'œil. Ça veut dire que pour plus de la moitié d'entre eux, on ne va pas leur enlever l'œil, on va leur faire de la radiothérapie. Et ça, c'est la cohorte brachythérapie, avec une énorme réduction aussi de la masse tumorale. Et donc, on irradie moins. Et donc, à terme, ils devraient avoir moins de perte de vision. Un essai de phase 3 qui va commencer. Moi, je trouve ça super intéressant. Ça, c'est encore nos collègues de Curie. Enfin, c'est nos collègues de Curie, ceux qui s'occupent du mélanome choroïdien, qui ont combiné lenvatinib pembrolizumab. Ça, c'est une combinaison qu'on fait parfois dans le mélanome métastatique. C'est assez mal toléré, ça peut rendre service. Et ici, on avait 2 cohortes de patients qui sont T-bentafusp naïfs ou T-bentafusp pré-traités, avec un critère de jugement qui est assez peu ambitieux, mais c'est un succès. On a moins de 16% ou moins de 17% de patients qui sont en progression à 6 mois. Ici, on a nos radiologues interventionnels qui peuvent regarder cet essai. Donc, c'est de la perfusion hépatique percutanée pour les mélanomes choroïdiens qui ont des métastases hépatiques. Vous savez que c'est la plupart du temps, ils ont des métastases hépatiques. Ici, c'est des patients essentiellement avec métastases hépatiques. Et soit ils ont ipi-niveau plus la perfusion, soit la perfusion toute seule. Phase 2, pas beaucoup de patients, mais des résultats significatifs que je trouve hyper impressionnants. Et juste fini, excuse-moi, je suis un peu longue, ça a été présenté en présidentiel, donc il ne faut pas le louper. C'est le PRAM, le TCR qui est transfecté dans les leucocytes après le lecaphérèse, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le mélanome choroïdien. Donc petit groupe de patients, il n'y en a pas beaucoup, mais regardez les réponses, c'est des patients métastatiques. Donc voilà, c'est quand même hyper prometteur. Donc ça, c'est la conclusion. Je l'ai déjà dit, mélanome de l'UV, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles. Merci beaucoup. Donc juste avant la pause, peut-être une question pour vous deux. En termes de nouveaux médicaments au-delà de l'immunothérapie, type ADC, nouvelle thérapie ciblée, ce que vous voyez en localisé ou en métastatique dans les 3 à 4 ans à venir, ou 5 ans À part la thérapie, à part l'immunothérapie, on a eu un ADC qui avait une chimiothérapie comme payload et qui accrochait sur R3, qui a donné quelques résultats, mais temporaires. On n'a pas grand-chose de formidable en mélanome cutané. C'est plutôt le mélanome choroïdien qui a son apogée en ce moment. Et en localisé, en plus de l'immuno à terme, ou dans les années à venir? Peut-être avec l'essai Ignite 3 qui arrive et peut-être... Non, mais en localisé, on est quand même très bien en néoadjuvant. Là. Non, oui, attends, là, on est... Le néoadjuvant, ce qu'elle a présenté, Jawida, c'est quand même formidable. Et avec les biomarqueurs, on va les faire. Il faut absolument qu'on les fasse vite. Les signatures interférons, c'est quand même pas difficile. On peut faire un petit set de 7 ou 10 gènes. On devrait le faire. Parce que quand même... les stades 3 localisés, on est quand même assez tranquille. Bon, il y en a qui répondent pas. Mais ça avance bien. C'est pour les mélanomes qui échappent à l'immunothérapie où on n'est quand même pas très confortable. Très bien. Merci beaucoup. Donc c'est la pause, le lunch, et on se retrouve après. Merci à vous.